Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. C'est vrai que c'est compliqué quand t'as été au top et puis qu'à un moment donné, ça fonctionne plus. À un moment donné, j'osais plus sortir dans la rue parce que j'en avais marre que les gens me disent « Bah alors, qu'est-ce qu'on vous voit plus, vous faites plus rien ?» Les connasses. C'est quoi cette question débile là ? Ça y est, les amis, je suis arrivée au boss final de ce podcast. Laurie est mon invitée dans cet épisode. Ceux qui savent, hein, j'avais le mur tapissé de posters d'elle quand j'étais enfant. J'ai été en 2002 à Forêt Nationale pendant la tournée du Weekend Tour. Je laissais MCM tourner en fond sonore chez moi et dès qu'un de ses clips passait, je me ruais sur la télé pour compter le nombre de danseurs qui l'accompagnaient. Comme ça, moi aussi, quand je serai chanteuse et que j'aurai des clips, j'aurai le même nombre de danseurs que Laurie. Donc je suis très très heureuse, honorée de la recevoir enfin dans Les gens qui doutent. Petite remise en contexte, Laurie, c'est notamment 8 albums, plus de 8 millions de disques vendus, des énormes tournées, une carrière de comédienne, de réalisatrice, de théâtre, de doublage. Récemment, elle a sorti Hyper Laurie Volume 1, un EP où elle reprend certains de ses titres phares accompagnés d'artistes de la nouvelle génération, comme Adé, Piche ou Bilal Hassani. Elle a également publié un nouveau livre, Revivre, dans lequel elle raconte son combat contre l'endométriose. Et justement, on a profité d'un de ses passages à Bruxelles pour faire de la promo, pour parler de plein de choses ensemble, de quand elle s'est blessée à 14 ans et a dû abandonner son rêve de devenir patineuse artistique, des sacrifices qui viennent avec la célébrité, du fait que déjà toute petite, elle était persuadée qu'elle serait une star, du milieu artistique qui est assez snob quand tu t'adresses à un public plus jeune, de ce qu'elle a ressenti quand elle a quitté son label pour se lancer en autoproduction et que sa musique a eu moins de succès, et du fait que se foutre des critiques c'est dur, mais se foutre de l'encensement ça l'est encore plus. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. J'ai regardé, en venant là dans l'Uber, j'ai regardé et depuis 2018, j'ai envoyé des mails chaque année pour t'avoir dans le podcast. C'est vrai ? Ouais. Et voilà, enfin, 2023, c'est mon année. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. Donc les podcasts s'appellent Les gens qui doutent. Et je crois que ça a commencé très tôt pour toi. De douter ? Ouais. Bah ouais, dès que tu sors de ta zone de confort, je pense que tu commences à douter un petit peu. Et comme moi, j'aime bien sortir de ma zone de confort toutes les 10 minutes, je doute tout le temps en fait. Voilà. C'est quoi le dernier truc le plus fou que t'as fait ? Le dernier truc le plus fou que j'ai fait, je pense que c'est réaliser. Le court-métrage ? Non, là, le dernier truc que j'ai, c'était le clip de Héloïse, Plus de place pour ta peine. Et juste avant, c'était des épisodes de Demain nous appartient. Ok. Où là, je sortais de ma zone de confort et j'en faisais des cauchemars. Je me disais, oh, mais non, mais t'es pas prête. Tu sais, j'arrivais sur le tournage et en fait, ce que j'avais prévu de réaliser, c'était pas du tout les mêmes séquences et tout. J'étais là, mais non, mais rien. Vraiment, j'étais en doute et en stress total. Mais est-ce que t'as eu l'impression des fois dans ta carrière que t'étais prête pour les choses ? Ou est-ce que tu faisais juste les trucs en disant j'ai envie, je le fais ? Alors, j'ai envie, donc je vais tout faire pour le faire, mais en même temps, je vais bosser pour être prête le jour J. Mais il y a quand même un gros doute quand même, par exemple avant de monter sur scène pour le théâtre ou avant de monter sur scène un concert ou avant premier jour de mon premier téléfilm. Enfin voilà, même si je taffe vraiment avant à fond avec des pros, que ce soit avec des coachs, tout ça, ça, je suis quand même en gros doute jusqu'à la dernière seconde. Et très tôt, t'as été confrontée au fait que ce que t'avais prévu, ça allait pas arriver. T'as fait des années de patinage, tu t'es blessée quelques mois avant les championnats de France et du coup, t'as dû faire un truc que t'avais pas prévu, c'est-à-dire arrêter. Comment on se sent quand on doit mettre fin à quelque chose qui nous définissait aussi fort ? C'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est vrai que je vivais que pour ça à l'époque. De 6 à 16 ans, c'était ça. Je me couchais patin, je me levais patin, je mangeais patin. Et c'est vrai que du jour au lendemain, on se dit non, en fait, mon rêve de championne olympique ne se réalisera jamais. J'ai eu un gros moment de, peut-être pas dépression, mais en tout cas de
ouais, j'étais vraiment pas bien. J'étais chez moi, je sortais plus de chez moi, je voyais plus mes copines, je faisais que regarder des cassettes de championnat du monde, tu vois, de l'époque et tout ça. T'enfonçais le couteau dans la plaie. Ah quoi. ouais, mais carrément, mais tu sais, quand t'es ado, t'écoutes des chansons tristes en pleurant dans le bus voilà. avec l'eau qui tombe sur la vitre. Exactement, et le monde s'arrête de tourner parce que tu viens de te faire plaquer, donc voilà, et ouais, ça a été un moment compliqué jusqu'au jour où mes parents se sont rendus compte qu'il y avait un truc qui allait pas et que j'allais avoir besoin d'aide. Et de là, ils ont trouvé les bons mots pour justement me faire réaliser qu'il y avait d'autres choses dans la vie, qu'il fallait que je me relève, que je relève la tête. Et puis ils m'ont dit, voilà, écoute, il n'y a pas que ça dans la vie, quoi. Il n'y a pas que le patin. Réfléchis à ce que tu as envie de faire. Peut-être que ça sera un autre sport. Peut-être que ça sera, je sais pas, de la photo, de la pâtisserie, ou de la peinture, j'en sais rien. Mais donc ils te poussaient déjà dans des choses qui n'étaient pas communes. C'était pas genre tu feras du droit. Bah c'était quelque chose autre que l'école. En fait. Oui, donc c'était plus dans les hobbies. Dans les les hobbies. Ellipse 10 ans plus tard. mais c'était voilà, ils m'ont dit réfléchis, parce que moi je suis assez hyperactive, donc il fallait que je bouge tout le temps, et là voilà, j'ai réfléchi, mais je me suis dit ok, qu'est-ce que j'aimais vraiment dans ce sport en fait, et je me suis rendu compte que c'était d'être en petite tunique à paillettes et faire mon show sur un lac gelé, tu vois, et donner de la magie aux gens comme ça. Et je me suis dit, ok, si c'est ça que j'aime, peut-être que je peux essayer, vu que c'est en moi, de faire ça sans patins. Donc j'ai laissé mes patins, j'ai mis des baskets, j'ai pris des cours de danse, des cours de chant. Ils faisaient moins froid du coup. Ah bah ouais, c'était vachement mieux. Mais grâce à ça, aujourd'hui, tout le monde dit que je fais pas mon âge, tu vois. Le fait d'être resté 10 ans dans un congélateur géant, tout le monde croit que, tu vois, que je me fais des piqûres de je sais pas quoi. En fait, c'est le patinage, les amis. Je peux pas, tu vois, il y a du bon quand même. Et j'ai lu que tu te destinais pas à une carrière dans la musique et tout ça, mais dans le showbiz en tout cas, et pourtant tu savais que ça allait arriver. Ouais. Mais comment on se dit ça si jeune? Comment on se dit, je sais pas ce que ce sera, mais je serai connue de ouf et les gens ils vont crier mon nom. Mais c'est dingue. Mais écoute, je sais. L'ego. Mais grave. Mais quand je le dis aujourd'hui, je me dis mais comment c'est possible? En fait, ce qui est vraiment étrange, c'est que je me souviens de deux choses. Une fois, j'étais en cours de récréation. J'étais en primaire, donc je sais plus, j'avais peut-être 7-8 ans. Et puis avec les copines, on se disait, ok, bon bah toi tu feras quoi plus tard, toi tu feras quoi plus tard, toi. Et moi j'avais dit, moi je sais pas, moi je veux être patineuse, mais je sais qu'un jour il y aura un film sur ma vie. Et mes copines m'ont rien fait. Non mais la crâneuse quoi, genre tu seras une star et tout. Je dis bah je sais pas, mais en tout cas on me verra à la télé et on verra ma vie à la télé. Ok, déjà, premier truc. Après, c'est vrai que je rentre chez moi, je dis ça à ma mère fait, mais pourquoi t'as dit ça? Bref. Et une autre fois, ça c'était avant, ma mère, elle m'avait abonnée à des livres que je devais recevoir tous les mois. C'était des tout petits livres sur des métiers différents. Il y avait boulangerie, il y avait flic, il y avait un bouquin sur les métiers audiovisuels, métiers de la télévision. Et un jour, on fait du tri à la maison et je fais le tri dans mes livres. Et il y a un côté des livres que je garde et l'autre côté les livres que je mets dans une boîte pour aller les donner dans les hôpitaux et tout ça. Et ma mère, elle vient et donc j'avais pris tous ces bouquins et je les avais mis parce que c'était vraiment des petits livres, pas pour bébé, mais c'était vraiment pour enfants. Et elle me dit tiens, t'en as oublié un. Et je lui fais non maman, celui-là je vais en avoir besoin. Et je l'ai encore, ce livre. C'est ça qui est dingue. Il est encore dans ma bibliothèque. Et elle me dit ah bon, pourquoi? Je dis écoute, je sais pas, mais je vais en avoir besoin pour plus tard. Et en fait c'est comme si j'avais une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait tu vois. Enfin c'est étrange. Ouais, c'est fou. Mais vraiment étrange parce que moi à l'époque je voulais être patineuse. Je voulais pas entendre parler de ça quoi. Et combien de temps il t'a fallu pour bifurquer vers la chanson du coup après ta fracture du ménisque? Ça a été quelques mois quand même. Ah oui, seulement? Ouais. C'est pas beaucoup? Non.
Bah, une fois que je me suis dit, ok, je peux plus faire ça je peux plus donner de la magie aux gens avec des patins, je vais le faire sans patins. Après, tout de suite, moi, je suis taureau, donc je fonce. Après, je réfléchis et voilà. Après, je dis, ok, bon, bah, alors maintenant, étape 2. Maintenant, je sais ce que je veux faire. Comment je vais le faire? Alors, il faut que je prenne des cours de danse, il faut que je prenne des cours de chant, il faut que je fasse ceci, cela, il faut que je passe des castings et tout, machin, là, là. Et là, ma mère, elle s'est étouffée. Donc, ouais, non, quand j'ai une idée en tête, faut que ça aille vite. Ok. Et donc, dès 15 ans, enfin, même peut-être avant, t'as fait des castings et tout ça. Ouais. Est-ce que c'est pas très dur à cet âge-là d'être aussi dépendante au désir des autres? Au fait que, bah voilà, en fonction de ce qu'ils cherchent, t'as beau être aussi forte que tu veux, si c'est pas ça qu'ils cherchent, oui, ça va pas aller. Oui. C'est très cruel, surtout à cet âge-là. C'est très cruel, surtout à cet âge-là. Et en fait, il faut pas le prendre personnellement, mais bien sûr qu'on va le prendre personnellement. Si tu vois, je faisais des castings, des auditions, on me disait alors c'est super ce que t'as fait, mais c'est pas toi. Je ne comprends pas. Non, parce qu'en fait, tu vois, on cherche une brune qui fait 1m80, enfin, ou j'en sais rien, tu vois, mais à chaque fois, c'était parfois des critères qui étaient pas. Et c'est vrai que c'était à cet âge-là, tu comprends pas, en fait. Donc, parfois, quand j'allais faire des auditions, des castings et que j'étais pas prise, j'allais voir les gens. Mais balayette. J'en rigole aujourd'hui, mais je dis, mais quel culot quand même, comment j'ai pu faire ça? J'allais voir les gens et je leur disais, hey, regardez-moi bien et souvenez-vous bien de mon nom. Vous allez le regretter. Et vous allez le regretter. Et je partais comme ça. Et mon père me regardait, me fait, mais ça va pas ou quoi? Et je te jure, mais aujourd'hui, j'en rigole, j'ai honte. Mais est-ce qu'il y en a que t'as revu? Non. Non. Ou alors ils me l'ont pas dit, je m'en souviens pas. Mais non, mais je te jure, mais n'importe quoi, moi. Ah ouais. Heureusement que t'as réussi derrière. Hein. Parce que sinon, ça a arrêté. Oh là là. Et à ce moment-là, quand tu passais des castings et tout, tu t'attendais à quoi et t'espérais quoi? Bah, mon idéal, c'était d'être chanteuse et de pouvoir faire un show, en fait. Tu vois, faire du spectacle. Et pourquoi le chant? Pourquoi pas danseuse? Ah bah si, ça allait avec, hein. C'était danse-chant. Mais t'aurais pu faire de la danse pour d'autres. Mais tu voulais être la star. Ouais, c'est ça. Bah oui, hein. Écoute, je voulais être devant tout le monde. Pourquoi être derrière? Sinon, j'aurais continué le patinage et j'aurais été, je sais pas, moi, fait clochette à Holiday on Ice, un truc comme ça, tu vois. Donc ça a très très vite démarré pour toi. Donc ils cherchaient un peu une Britney à la française. Au début, les maisons de disques un peu frileuses. Ouais. Vous faites ça de votre côté, vous mettez sur Internet, ça cartonne. T'as compris quand que ça s'emballait? Et que c'était un peu un truc hors de contrôle que je suppose, vous aviez pas anticipé à cette échelle, quoi. J'ai jamais ressenti le hors contrôle. T'aimes bien le contrôle, toi? Ouais. C'est un peu trop mon problème. Mais le moment où là, je me suis dit, waouh, il se passe quelque chose, c'est avec le single de Ta meilleure amie. Où là, je me suis dit, ouais, là, il se passe quand même un petit truc. Tu vois, au niveau des ventes, au niveau des gens qui changent dans la rue, tu vois, je vais acheter mon pain. Après, c'était plus la boulangère d'habitude qui me connaissait depuis toute petite. Là, c'était quand le regard des gens change dans la rue, c'est là où il se passe quelque chose d'étrange, en fait. Et c'est pas effrayant quand t'es si jeune et que, enfin, il y avait des scènes qui devaient être folles. Genre, les gens, ils devenaient fous. Comment on gère ça à 19 ans? On essaye de se protéger. Ah, t'avais déjà la maturité de dire ça? Bah ouais, avec le patinage, j'avais déjà appris pas mal de trucs. Tu vois, enfin, le sport-études et tout ça, vraiment, ça aide aussi. Mais de se protéger, et puis tu vois, vraiment avec ma petite tribu, que ce soit mes parents, mes amis, ma famille. Et après, c'est vrai que les gens dans la rue, moi, au début, je m'en étais pas rendu compte. C'est-à-dire que j'appelais mes copines. C'est ouais, venez, on va faire du shopping. Et on se retrouve dans un centre commercial. Et là, c'est la folie. Et qu'il y a un mec de sécu d'un magasin qui était obligé de nous faire rentrer dans le magasin et de fermer le grillage. Pour moi, j'allais juste faire du shopping avec mes copines comme à l'époque. Mais c'est là où je me suis dit, en fait, maintenant, je vais peut-être plus avoir la même vie qu'avant.
Et est-ce qu'il y avait un peu un pincement au cœur ou tu voyais juste tous les trucs fous que ça pouvait t'apporter? Déjà, là, il y a eu pas mal de stress et de peur, de flip. Et puis oui, en fait, t'as du positif et du négatif. C'est-à-dire que, ouais, ok, ça va être une vie de dingue. Je vais faire des trucs de ouf et des trucs, il y a des jeunes qui rêvent de ça. Et d'un autre côté, j'aurais pas une vie... j'étais en décalage avec mes copines, en fait, tout le temps. Tout le temps. Parfois, je les appelais, ouais, venez, aujourd'hui, j'ai rien. Enfin, non, mais nous, on a cours, en fait. Ah ouais, c'est vrai. Venez, on va une semaine en vacances, là. Bah non, en fait, j'ai pas de thunes, moi, faut que je bosse. Ah ouais, ok. Ah, et à chaque fois, en fait, j'ai toujours été en décalage. J'ai pas vraiment eu de jeunesse normale. Et c'est un truc que tu regrettes un peu aujourd'hui ou est-ce que t'as même eu un contre-coup à genre 30 ans de... Enfin, moi, je pense que c'est ce que j'aurais fait. À 30 ans, je me serais dit, tu sais quoi, j'ai pas eu mon adolescence, vas-y, je fais des dingueries. Je fais des dingueries. Écoute, non, j'ai pas fait de dingueries. Bah après, je fais des dingueries sans faire des dingueries, mais ça m'a pas empêché de profiter de la vie et de m'amuser et tout ça, tu vois. Mais après, non, j'ai rien regretté parce que j'avais choisi d'aller vers cette vie-là. Et ça a été une vie de dingue et une vie de rêve, voilà, avec des sacrifices, mais je regrette pas. Est-ce que, vu que l'artistique, c'est toujours un milieu un peu où on se remet beaucoup en question, où on n'est jamais satisfait à 100% parce que tout peut être amélioré tout le temps. Ouais. Toi, t'arrivais à être 100% contente de ce que tu faisais, ou il y avait toujours un peu ce truc de « Ah, mais imagine, on fait mieux ». On peut toujours, hein. On peut toujours faire mieux et puis parfois c'est pas forcément mieux, c'est juste que aujourd'hui tu te réveilles, t'es dans un mood plus comme ça, donc je sais pas, tu fais une chanson, tu vas dire ah non, là le son de la batterie je l'avais plus agressive parce que aujourd'hui t'es en colère, et le lendemain tu vas être vachement plus apaisé, tu vas écouter la même chanson, tu vas faire ah non finalement le son de la batterie je l'avais plus comme ci comme ça. Donc c'est vrai que tous les jours on peut toujours tout changer, mais à un moment donné il faut se dire ok ça y est, stop. On se met une date limite ou un truc et se dire ok on écoute, ouais, allez, là on est tous contents, c'est bien, allez, ça sort quoi. Mais sinon on s'en sort pas. Est-ce que quand on s'adresse à un public qui est assez jeune, les gens du milieu ils sont snobs? Écoute, surtout à des jeunes filles, j'ai l'impression que les jeunes garçons c'est moins stigmatisé, mais les jeunes filles c'est... à l'époque dans le milieu musical professionnel, on se moquait beaucoup de moi. Pour beaucoup, j'étais un produit marketing, j'étais pas considérée dans le milieu, en tout cas professionnel. Il y avait de la jalousie, je suppose, que quand on fait 5 Bercy... Après, oui, je pense que j'ai fermé la bouche à pas mal de monde, mais écoute, c'est comme ça, c'est pas du rock, c'est pas, tu vois, de l'indé, c'est populaire. Et ça te touchait, ce genre de choses, ou? Oh, je m'en foutais complètement. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais, moi je préférais être à ma place qu'aux gens qui parlent. Et puis j'avais eu une conversation avec Jean-Jacques Goldman. Cette phrase, j'adore. Et puis non, il y avait un truc qui me touchait un petit peu, tu vois, par rapport à un jour je lui avais dit, tu sais, mais moi j'ai jamais de prix. J'ai jamais eu de victoire de la musique, j'ai jamais eu... Le seul prix que j'ai eu, c'était par rapport aux chiffres. Donc j'avais eu le World Music Awards de l'artiste féminine qui avait vendu le plus dans le monde cette année-là. Et là, c'était les chiffres. J'avais reçu ça parce que c'était comme ça. Et donc je lui avais dit, ouais, je sens que je suis pas considérée peut-être comme je le devrais, parce que à cette époque-là, je sais plus qui c'était aux Victoires de la musique dans la catégorie tournée, concert. J'avais fait je sais plus combien de dates, peut-être 150 ou je sais pas combien. J'avais fait 7 Zénith, 5 Bercy avec le même spectacle. Enfin vraiment, tout le monde disait oh là là, mais c'était Weekend Tour là ou... Ouais, celui-là. Et j'étais pas du tout même dans la catégorie. Ah, tu t'es même pas nommée? Non, rien du tout. Et je disais à Jean-Jacques, franchement, je t'avoue, j'ai un peu les boules, quoi. Et il m'avait dit, mais qu'est-ce que tu t'en fous des prix? Ton prix à toi, c'est les gens qui viennent te voir, mon spectacle. Les prix, les victoires de la musique, c'est les professionnels qui votent. Bien sûr, ils vont pas voter pour toi, c'était trop populaire, tu les emmerdes, tu vends trop. Dès le départ, ils pensaient que t'allais faire un single et que le lendemain, tu serais plus là.
Ils sont tous trompés. Il dit donc qu'est-ce que tu t'emmerdes avec je dis plein de gros mots dans ce podcast. Il dit qu'est-ce que tu t'en fous? Et je dis toi ton prix à toi c'est ça. Je dis mais ouais mais t'as complètement raison en fait. Exactement. Est-ce que toi t'as eu peur à un moment d'être un produit marketing? Vu que je suppose que tu devais être très entourée, surtout par beaucoup d'hommes au début. Est-ce que t'as eu peur de ça? Non, parce que je savais dire non. Et je savais dire ce que j'avais envie. Et j'arrivais à imposer. Ouais. J'ai vu que réunion marketing et tout, tu donnais ton avis. Ouais. Single sur un latino. Salut, ici la Fanny du montage. Alors on n'a pas développé, mais en gros, les gens de son équipe étaient en train de choisir le 3e single qu'ils allaient sortir pour promouvoir l'album Tendrement. Et Laurie, elle leur a dit qu'elle ne voulait pas d'un morceau qui était sur le disque, mais qu'elle voulait en sortir un nouveau avec des sonorités plus latino parce que l'été arrivait. Et donc son équipe était pas du tout chaude parce que c'est pas un truc qui se fait habituellement. Elle l'a fait quand même. Et résultat, 700 millions de ventes. Et c'est un de ses plus gros tubes. Et en parallèle, au début, j'avais continué mes études par correspondance avec le CNED et je faisais un BTS de communication des entreprises et dedans, t'as stratégie marketing, communication et tout. Et puis j'avais des bouquins où il y avait même les prix d'une pub sur TF1 à telle heure, quoi, tu vois. Et donc parfois dans les réunions, je disais ok, d'accord. Et puis quand ça commence à parler pub et tout, je dis alors, puis non, ouais, mais non, non, le prix c'est ça là. Et là, dans mon bouquin de stratégie marketing, là, alors on va pas me la faire à l'envers. Hein. Donc, j'arrivais à leur tenir tête aussi. Et eux, ils réagissaient comment? Parce qu'ils doivent pas avoir l'habitude. Non, ils avaient pas trop l'habitude. Mais voilà. En fait, tu sais, au début, tu sens que les gens, ils te regardent comme ça. Ils font, ouais, ok, oui, c'est bien, d'accord, ok. Et puis, ils se rendent compte que ce que tu as dit, c'est pas forcément con. Et puis que bah la deuxième fois que tu vas parler, c'est pas bête non plus ce qu'elle dit. Ou peut-être que ouais. Et à force, ils se disent en fait ce que je dis, c'est pas que des niaiseries quoi, tu vois. Voilà. OK. Donc ils me faisaient un peu confiance. Après oui, il y a des moments où je disais c'était pas toi j'ai pas la science infuse et parfois je disais tiens, ça serait peut-être bien qu'on fasse ça et puis c'était pas bien du tout. Tu vois, mais en tout cas, j'avais quand même aussi une équipe qui était assez intelligente et qui était assez à l'écoute. T'as eu des désillusions au début en arrivant dans ce milieu, des trucs où peut-être t'avais idéalisé ou Au début, non. Au début, non, c'était ça part, ça explose, c'est génial. Mais c'est après que c'est le retour, le revers, la médaille. Après combien de temps? Au bout de 9 ans. Ah oui, donc vraiment après que t'es enchaîné album tourné pendant... Ok. Ouais. Pourquoi le contre-coup? Parce que t'as eu... Enfin, je suppose qu'après un rythme pareil pendant 8 ans, quand juste t'es chez toi, ça doit être bizarre, déjà. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a personne quand je danse? Sous ma douche quand je chante. Et il venait de là le contre-coup ou... Non, il venait que changement d'équipe dans mon label. Donc j'étais avec des gens, on avait vécu des trucs de dingue pendant des années, on avait créé un petit peu ce phénomène, tu vois, l'ourimania entre guillemets, on avait, tu vois, c'est un travail d'équipe. Là, changement d'équipe, j'ai plus les mêmes personnes en face de moi, des personnes qui croient pas en moi complètement, des personnes qui ont envie plus de travailler leur projet, leur artiste, ce que je comprends complètement. Hein. Sauf que, à un moment donné, il y a eu vraiment un manque de respect. T'étais pas leur priorité, ça se voyait. Ouais, mais tu peux ne pas être la priorité, mais là, ils m'ont vraiment fait des coups dans le dos. Ah ouais, ok. Quand t'es quand même censé être dans la même équipe, tu vois, travailler pour le même projet, c'est un peu compliqué. Et non, là, ils m'ont vraiment fait des trucs vraiment pas cool. Je t'en parlerai plus tard parce que sinon, il faudrait faire un deuxième podcast. Alors là, j'ai pas réagi, mais dans ma tête, j'étais comme oui, s'il te plaît. Je suis partie de chez Sony en pleine sortie d'album. Donc, c'était lequel là? C'était Regarde-moi. 5e? Ouais, peut-être, je sais plus. Et donc, je savais qu'en partant, j'allais détruire cet album-là qui n'avait même
pas existé entre guillemets, il était juste sorti et j'avais même pas eu le temps de faire la promo que je partais de chez Sony, donc ça allait être compliqué pour qu'il existe en fait. Donc je savais que je tuais le poussin dans l'œuf, je sais pas, c'est comme ça qu'on dit. Je sais plus. Bref, l'expression, tu vois, bref. Mais d'un autre côté, il fallait que je parte parce que je pouvais plus travailler avec ces personnes-là. C'était pas possible. Voilà. Et comment tu voyais la suite quand tu as quitté ton label? Parce que je suppose que tu savais que ça allait être une galère quand on n'est plus sur une major. Ouais. Et tu te disais, quoi qu'il, je retombe toujours sur mes pattes, ou il y avait quand même un truc un peu faible? J'ai tenté, tu vois, de faire vivre cet album comme j'ai pu. Bien sûr, il n'a pas marché. Parce que sans la grosse major à cette époque-là, c'était vraiment compliqué d'exister en tant qu'artiste. Donc grosse claque, tu vois. Et puis après ça a été vraiment compliqué parce que pour moi ce métier-là c'est vraiment un travail d'équipe. T'as beau être la meilleure chanteuse du monde, si t'as pas une équipe autour de toi, tu vas chanter sous ta douche et puis voilà, c'est tout. Et puis c'est juste moins fun quoi, de pas partager ça avec. Exactement, tu vois, c'est vraiment on partage des choses, on vit des choses, on voit les choses évoluer petit à petit. Donc là t'étais plus avec Johnny et tout ça? Non. Ok. Non. Et donc, à cette époque-là, quand on me parlait de chanter, je me mettais à pleurer, en fait. Ah ouais? Tellement l'autre équipe m'avait bousillée. Ils m'avaient dit des choses horribles, ils avaient fait des choses horribles. Et donc, je pleurais. Je disais, non, mais arrêtez, de toute façon, vous n'avez pas compris. Je ne rechanterai plus jamais de ma vie. Et pour moi, j'étais persuadée que c'était ça. Que c'était fini. Tellement, ils m'avaient dégoûtée de ce métier. Et c'est à ce moment-là que tu as commencé à plus tourner à la télé? Ouais. Alors j'avais déjà commencé les fictions un petit peu avant, heureusement d'ailleurs. Comme ça, après, j'ai pu tourner encore plus. Heureusement que j'ai eu la fiction à ce moment-là. Et comment t'appréhendais le fait d'avoir un métier qui n'était pas le tien à la base? J'ai regardé dans le docu Tendrement Vôtre où tu disais déjà, il y a 1000 ans, j'aimerais bien aller vers le cinéma. Ouais. C'est un truc qui t'avait toujours attiré. Pourquoi? Pourquoi, je sais pas. En fait, à force de tourner des clips, de faire des doublages de voix pour Disney et tout ça, j'avais envie d'aller un peu plus loin. Tu vois, ça me plaisait vraiment beaucoup et je m'étais dit, tiens, pourquoi s'arrêter là? C'est con quand même. Et c'est vrai que à chaque fois, j'aime aller dans des nouveaux univers et tenter des choses, aller là où on m'attend pas forcément. Là, la fiction, je me suis dit, putain, ça a l'air cool quand même. Donc, j'avais écrit un petit synopsis parce que je suis pas du genre à attendre que ça arrive. Et parce que tu peux attendre très longtemps et parfois ça arrive jamais. Et j'avais été frappée aux portes de TF1 en disant, regardez, j'ai un super truc. Et c'est de là, donc c'était pas du tout ce que j'avais écrit, qui est sorti en fiction, mais ils m'ont dit, écoute, si tu veux jouer, on va te présenter une prod. Et on va écrire quelque chose pour toi, et voilà, quoi. Et donc là, De Feu de Glace, on est sorti. Exactement. Et là, t'avais écrit ou t'avais juste brainstormé avec eux? Non, j'avais juste brainstormé, ouais. Parce qu'au début, eux, ils étaient partis plus sur un sujet sur de la danse, une sorte de Billy Elliot. Et je dis, ouais, mais bon, tout le monde sait que je danse et tout. Je danse dans mes clips, à la télé, tout ça. Je dis, par contre, je pense que tout le monde ne sait pas que j'ai fait du patinage artistique et ça serait cool tu vois, qu'on mette pas de la danse, mais du patin et tout. Ah ouais, ok. Et donc après, on est plus parti sur une sorte de Rocky patineuse. Yes. Et voilà, et c'est comme ça que c'est arrivé. C'est marrant parce que t'es allé vers la fiction audiovisuelle, alors que dans les clips, t'avais déjà vu à quel point ça pouvait être une galère. Genre dans le clip, je crois que c'est Ta meilleure amie, où c'était une tannée. Que des galères, ce clip-là. Et mais pourtant, tu t'es dit, tu sais quoi? On y va! Allez! Yes! Ouais, ouais, oui. Mais c'est des nouvelles expériences, c'est des nouvelles rencontres, t'apprends plein de choses aussi, c'est cool. Et même si tu pensais jamais rechanter, t'as quand même recommencé à sortir des disques quelques années plus tard. Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Fin de la question, même si... Point d'interrogation. Écoute, il a fallu que je reprenne confiance en moi, que je retrouve cette confiance en moi surtout. Et ça a été grâce le temps, déjà. Le temps... Il y a quoi là? Il y a 3 ans qui se passe? Je sais plus, peut-être plus, je sais plus. Non, un peu plus, je pense. Et des personnes
qui vont petit à petit semer une petite graine, tu vas me dire des trucs. Non, tiens, regarde, j'ai rencontré tel auteur. Ah, il voudrait bien te rencontrer. Ah ouais, c'est cool, ouais, super. Ah, mais tiens, il est là, on va la croiser. Non, mais bon, après, voilà, et ça a été petit à petit un travail, et puis ça a été grâce à ces personnes-là, ouais. Les albums que tu as sortis après ça, ils étaient très différents. Oui. C'était des styles moins pop. Plus acoustiques, plus intimes. Tu parles de quoi? Les choses de la vie? Non, je parle de avant. Celle où il y avait Parti pour Zouké, tout ça. Les styles. Parti pour Zouké, c'était avant? Avant, ouais. Ah, ok. Donc c'était avant que tu changes de prod, ça? Ouais. Ok. Et quand t'es allé vers des styles comme ça, c'était quoi ton objectif? Est-ce que c'était juste de faire des choses différentes? Est-ce que c'était parce que toi, t'écoutais ça à ce moment-là? Tout ce qui est un peu soleil, zouk, latino. Ouais, et puis même électro un peu par la suite. Parce que j'aime pas faire tout le temps la même chose. Sinon, je m'ennuie, tu vois. Et c'est vrai que, par exemple, sur un air latino, c'était au moment où j'écoutais Djilo à fond et je me dis putain, mais moi aussi j'ai envie de me la péter comme Djilo, tu vois, avec une fleur dans les cheveux et tout. Et puis après, le côté électro, c'était mon côté. J'écoutais Kylie Minogue, j'écoutais, tu vois, c'était tout ça. Donc c'est vrai que j'ai fait pratiquement tous les styles. Oui. Un peu de rock, un peu de vestimentaire pop, et capillaire également. Oh là là, on n'en parle pas des cheveux. Mais parce que j'ai voulu, tu vois, que mes chansons soient un peu le reflet de moi, ce que j'écoutais aussi à cette époque-là, quoi. Et est-ce qu'il y avait une volonté aussi de te détacher de l'image que t'avais ou de grandir au niveau du style, je suppose que ton public grandissait aussi à ce moment-là? Ouais, en fait, j'avais envie juste de m'écouter moi et de faire les choses comme j'avais envie, en fait. Je me disais, voilà, plus je serais vraie avec moi-même, et je pense que si un artiste ment, ça, ok, il va faire un titre, deux titres, mais après, ça va se ressentir, quoi. Toi, t'as jamais cédé au « je crois que le public attend ça » ? Non, je crois pas. Sinon, je pense que je serais restée, j'aurais pas fait d'album électro. Et puis c'est ce que la maison de disques disait, c'est ce que mon ancien producteur disait aussi. Non mais tu vas te planter, en fait. Tout le monde aime ce que tu fais là. Pourquoi tu vas changer? Mais justement parce que je ne suis plus en phase avec ce que je suis. Oui, mais ça va pas marcher. C'est pas grave, mais au moins j'aurais essayé. T'as été beaucoup frustrée par le fait que toi tu grandissais mais que les gens gardaient une image figée de toi? Ouais, il y a eu un moment où ça m'agaçait un peu, effectivement, où j'avais envie d'évoluer. Déjà, je vieillissais, mais tout le monde me voyait comme la petite Laurie de 18 ans. Et j'avais envie d'évoluer aussi musicalement, avec un style plus électro, un look un peu plus féminin, un peu plus sexy, tout ça. Et en fait, c'est vrai que quand tu commences jeune, les gens ils veulent pas te voir grandir. Tu vois, c'est comme si tu vas rester notre objet, entre guillemets. Ouais. On t'a connu comme ça, on t'a aimé comme ça. Et puis les gens, ils aiment trop le souvenir d'une époque, quoi. C'est ça. Faut pas que tu changes parce que on t'a aimé comme ça. Et t'as pas eu un peu un syndrome Disney Channel à un moment de te dire je veux marquer le coup pour leur montrer justement que je suis plus ça, genre sur la fin de cette période-là, c'était un peu plus sexualisé, notamment Écoute, pas parce que j'ai eu envie de choquer les gens. C'est pas comme Britney qui se rase la tête ou. C'est vrai que tu ne t'es jamais rasé la tête. Non. Bravo pour ça. Ouais. Écoute, j'en ai fait des conneries avec mes cheveux, mais pas celle-là. Non, parce que c'était moi à ce moment-là, tu vois, et j'étais dans mon trip électro et dans mon délire, quoi. Ok. Et quand les albums ils ont moins marché, quand t'étais en autoprod et donc c'était beaucoup plus compliqué pour aller les vendre, comment tu t'es sentie? Est-ce que ça, du coup, ça t'a fait perdre confiance aussi? Est-ce que t'en voulais aux gens? Est-ce que tu t'en voulais à toi? Comment tu as géré ça? Ouais, j'ai eu une période compliquée où effectivement c'est difficile d'être en autoprod à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile.
Et oui, je leur en voulais à eux, je leur en voulais à moi. Peut-être, je me dis, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Donc il y a plein de choses qui reviennent dans ta tête en disant, et si, mais avec des si, on fait, voilà. Donc c'était pas évident, quoi. Comment on gère le fait? J'ai l'impression que la musique, surtout, c'est un peu comme les sportifs. Et genre, quand t'as autant d'adrénaline pendant des années, le fait de ne plus avoir ça, où est-ce que tu trouvais cette pulsion de vie un peu? Ah ouais. C'est une nouvelle façon de vivre. Tu vois, une nouvelle façon de gérer ton énergie, de gérer ton stress. Après, heureusement que j'avais de la fiction pour pouvoir m'exprimer, le théâtre et tout ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand t'as été au top et puis qu'à un moment donné, ça fonctionne plus. À un moment donné, j'osais plus sortir dans la rue parce que j'en avais marre que les gens me disent alors, qu'est-ce qu'on vous voit plus, vous faites plus rien? Les connasses. C'est quoi cette question débile là? Je fais plus rien, j'arrête pas de faire plein de trucs, mais c'est pas parce que tu me vois pas à la télé que je fais plus rien en fait. Tu vois? J'ai l'impression que de manière générale, quand quelqu'un a été très connu, il y a un peu une obligation de continuer à faire quelque chose de public. Exactement. Sinon, c'est comme si tu valais pas la peine, quoi. C'est ça. Et c'est assez drôle parce qu'à chaque fois, c'est alors, le truc c'était, on vous voit plus, vous faites plus rien. Mais si tu savais comment mon planning, il a jamais autant été chargé. C'est pas parce que tu me vois pas à la télé que je fais rien. Littéralement, t'étais à la télé. Oui, en plus j'étais à la télé. Donc c'est que la personne elle regardait pas au bon endroit. Mais ouais, non, c'est assez étrange. C'est assez bizarre. Est-ce que quand tu étais dans Demain nous appartient, t'as retrouvé un peu ce truc d'avoir un succès très populaire auprès de plein de gens qui sont à fond? J'ai l'impression que c'est ce genre de série où soit tu regardes pas, soit t'es accro, quoi. Oui, c'est ça. Les gens quand ils regardent, ils sont accros, ils regardent tous les jours. Quand ils peuvent pas regarder une journée, c'est replay. Pour moi, ça a été au niveau énergie. Et au niveau temps, c'est-à-dire planning, parce que j'y étais du lundi au vendredi, j'avais 9 séquences par jour, donc on commençait très tôt, je finissais tard. À 9h30, j'étais au lit, j'étais épuisée avec mes textes, mes 30 pages de textes à apprendre. Ça y est, c'est lui. On pouvait plus. Le week-end, je remontais à Paris, et je sais plus ce que je faisais, mais je faisais encore plein de trucs. Donc c'était un planning de dingue, en fait. Tu vois, c'était au niveau comme avant quand je partais en tournée et tout ça. Et ça te manquait à ce moment-là, les tournées? Écoute, plus. Après, de toute façon, une fois que t'as goûté à la scène, c'est une drogue à vie, je crois. Mais c'est vrai que ça me manquait au début, et puis après, plus les années passent et plus on s'y fait. Mais après, ce qu'il y avait, c'est que tous les ans, j'étais quand même sur Les Enfoirés, donc j'avais ma petite dose de crack annuel. Allez, c'est bon, on sniffe pour toute l'année là. Mais non, c'était ça. Et est-ce que tu as l'impression d'avoir été préparée au fait qu'à un moment, la folie aussi intense, ça pouvait pas durer déjà 8 ans, c'est énorme. Est-ce que t'étais préparée à ça? On n'est jamais préparé à ça. C'est les hauts, les bas, les succès, les échecs. J'aime pas dire échec parce que c'est péjoratif, mais je pense qu'il faudrait qu'on apprenne ça à l'école. Tu vois, on nous apprend tellement de trucs à l'école qu'après on s'en sert plus du tout. Mais tu vois, de savoir remonter, relever la tête, se sortir d'un moment compliqué, c'est ça qu'il faudrait qu'on nous apprenne à l'école. Comment t'apprendrais ça? Je sais pas. Genre là, par exemple, maintenant t'as un enfant. Ouais. T'arrives à lui apprendre des choses comme ça? Elle est encore un peu petite, peut-être. Elle a 3 ans et demi. C'est lui montrer, regarde, c'est pas grave là. C'est quoi le problème là maintenant? C'est ça. Ok. Comment on peut le résoudre? Comment, à ton avis, on pourrait faire en sorte que ce problème-là, il y en a plus. Tu vois, j'essaie de lui poser les bonnes questions.
pour la faire réagir et qu'elle reste pas dans sa frustration et dans ce désir qu'elle aura pas, tu vois. Maman, je veux un dessin animé. Ah non, elle a pas de dessin animé. Non, en plus, c'est même pas, elle veut même, enfin, c'est pas le dessin animé, elle veut de la musique. Ma fille fait des crises pour écouter de la musique. Et je lui dis, bah non, là, mon cœur, on va manger, donc c'est pas, et donc, voilà, je veux pas qu'elle reste dans cette émotion négative de frustration, de colère et tout ça. Alors je dis attends, on va se poser, on va respirer un bon coup. Là, tu sens que c'est ton ego. Alors à l'école, ils n'appellent pas ça l'ego, ils appellent ça le croco. C'est le croco qui parle. Donc le croco, tu vas le laisser de côté. Là, on le laisse, on n'en a pas besoin. Tu lui dis allez, ciao, bye bye. Moi, je vais retrouver donc la Nina apaisée, souriante. Et alors, vas-y, c'est quoi le problème? Et ok, comment on pourrait régler ce problème-là? Et comment... Et voilà, j'essaye de lui apprendre ça. Ok. Est-ce que des fois, tu lui fais regarder les dessins animés que t'as doublés? Non, pas encore. Ça doit être trop chelou pour une enfant de dire mais je vous jure que je connais cette voix. Non, pas encore. Non. Là, elle est quoi? Elle est sur Miraculous, je crois, un truc comme ça. Et la Reine des Neiges. Elle a connu la Reine des Neiges à l'école. Je ne sais pas quelle copine de l'école lui a... Merci beaucoup, parce que je pensais que libérer, délivrer, ça n'allait pas être pour tout de suite. Et là, ça nous casse déjà les oreilles. Mais non, mais je pense que bientôt, je vais lui montrer les clochettes. La base. Ah ouais, je pense qu'elle va beaucoup aimer. En 2018, quand t'as repris, quand t'as fait ton Olympia et tout ça, ouais. Comment t'étais fébrile ou il y avait un truc tellement galvanisant de c'est un truc que j'aime, c'est retour à ce que je sais faire. C'était gros doute, mais c'était gros flip. C'était dans la loge, j'avais mal au bide, mais je me disais mais qu'est-ce que je fous là? Est-ce que le public va être là? Mais ça, tu savais que c'était complet. Oui, mais est-ce que je suis encore capable? Pourquoi t'aurais pas été d'offrir capable un show, un concert, parce que c'était différent, c'est un truc beaucoup plus acoustique. Il n'y avait pas de pyrotechnie. Il n'y avait pas de je descends de l'hélicoptère. Il n'y avait pas de pyrotechnie et de tous les 10 danseurs. Donc c'était un concert, c'était différent. Est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce que ça va leur plaire? Est-ce que ça va être bien? Je me posais 10 000 questions. À un moment donné, j'étais mais pourquoi je suis là? Pourquoi je m'inflige ça? Et puis au final, première chanson. Au final, j'arrive sur scène. Au départ, c'était mon pianiste, il commençait une petite intro au piano. Et je m'avance doucement. Et là, je vois tout le monde debout. Et genre, mes standing ovation pendant au moins 10 minutes. Et j'ai même pas ouvert la bouche. Et là, je suis là. Le concert est annulé. Ils sont là. Apparemment, ils sont contents d'être là. Et je te jure, je me mets à pleurer. Là, je me dis, putain, j'ai même pas encore chanté. Je me mets à pleurer. Je vais à la gorge serrée. Je vais pas pouvoir chanter. Gros stress. Mais après, ça a été tellement rassurant, tu vois, pour la suite du concert, de me dire, ok, c'était de la bienveillance, que de l'amour. C'était génial. Quand t'as sorti l'album Les choses de la vie, j'ai l'impression que c'était la première fois où t'osais montrer le fait que tout n'était pas incroyable. Et c'était c'est l'anti-positive attitude. C'était, est-ce que c'est un truc qui t'a beaucoup coûté de faire ça, ou est-ce que c'était un besoin où genre il fallait quoi? Il fallait, non, parce qu'on est obligé de rien, de toute façon. Mais j'ai beaucoup hésité avant de parler de mes problèmes. Parce que pour moi, un artiste, en tout cas, moi, je me voyais comme ça en tant qu'artiste, j'étais là pour donner de la magie aux gens, pour leur donner du bonheur. Les gens ont déjà leurs propres problèmes. Et moi, je suis là pour que, justement, pendant 2 heures de concert, ils oublient ça. Pendant 2 minutes 30 de chansons, ils oublient ça. Et moi, je suis là pour ça, pour leur donner le smile. Donc, je vais pas les emmerder avec mes problèmes et mes soucis, en fait. Mais, à ce moment-là, j'ai appris que j'étais atteinte d'endométriose. Et je me suis dit, ok, en fait, si j'en parle, ça peut aider d'autres femmes. Donc, oui, on va sortir de
de cette croyance comme quoi les artistes sont là que pour faire rêver. Peut-être qu'on est là aussi pour aider d'une autre façon. Et donc c'est comme ça aussi que j'ai commencé à dire je suis comme tout le monde en fait. J'ai la positive attitude, mais parfois je suis dans mon canapé en train de chialer et ça va pas quoi. Donc voilà. Est-ce que toi, à titre personnel, t'arrivais, vu que tu ne devais montrer que quelque chose de positif aux gens, est-ce que toi, t'arrivais à le ressentir ou est-ce que t'étais un peu dans le déni comme ça, de finir par croire ce que tu montrais aux gens? Après, il y a toujours la réalité qui te revient en pleine face aussi. C'est-à-dire que pendant le week-end tour, j'avais ma mère qui était en pleine chimio. J'avais pas du tout envie d'être sur scène. Avant de monter, j'étais en pleurs au téléphone avec ma mère. Après, une fois que j'y étais, j'étais contente d'être là. Et je donnais mon show et tout, mais parce que j'avais mis mon masque et mon costume d'artiste. Et dès que j'avais fini mon concert, hop, j'allais appeler ma mère. Et je raccrochais et je me remettais à pleurer. Je disais, mais qu'est-ce que je fous là? Je veux être avec elle, je veux être avec elle. Mais elle voulait pas que j'annule, en fait. Parce qu'elle disait, mais non, mais il faut que tu continues, tu vas m'appeler, c'est ça qui va me donner de la force et tout. Mais tu finis pas par croire. Tu t'es là, c'était un masque. Un masque que je mettais. Et est-ce que sur le long terme, ça t'a un peu coupé de certaines émotions, justement, de mettre autant de masques, autant de filtres, de pas pouvoir te montrer? Oui, parce que, certaines émotions, oui et non. Mais quand j'étais dans le professionnel, je m'étais, justement, dans Danse avec les stars, ce qu'on me reprochait, à chaque fois, les juges, ils me disaient, mais techniquement, c'est parfait. Mais il n'y a pas d'émotion. On veut que tu te lâches, on veut que tu te tournes, on veut que tu te libères. Je sais mais bon les gars, c'est compliqué. Pendant 20 ans, j'ai mis un costume. Donc voilà. Mais les émotions, elles étaient là. Quand je rentrais chez moi, j'avais des émotions. Mais dès que je sortais de chez moi et que je me mettais mon costume de Laurie, là, j'étais dans la positive attitude. Et est-ce que tu as réussi maintenant à accepter de ne plus avoir ce contrôle sur tout? Ouais. Et ça fait du bien. T'as fait comment? J'ai lu que l'hypnose, ça t'avait aidé. Ouais, énormément. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce que ça a débloqué? Énormément. Ça débloque beaucoup de choses sur le lâcher-prise, sur la culpabilité. J'ai fait une hypnose sur la culpabilité aussi, parce qu'à l'époque, je culpabilisais pour tout, même des trucs qui n'étaient pas de ma faute, pour te dire à quel point j'étais atteinte. Et oui, le fait de lâcher prise, le fait de se dire, ok, je ne peux pas avoir le contrôle de tout, à un moment donné, faut lâcher. Et j'ai fait une séance et ça m'a libérée de beaucoup, vraiment plein de choses. Donc c'est magique. En tout cas, sur moi, ça marche vraiment beaucoup. Dans la 5e nouvelle des choses de ta vie. D'accord, alors je ne sais plus. Oui. la page 92. Oui, absolument, 54. 54. Je note les sources. Tu dis, j'ai compris que pour vivre mieux, il fallait accepter de perdre le contrôle, de dégrader son image, de montrer ses failles, d'exposer ses blessures, se foutre des critiques comme de l'encensement. Ouais. Et je pense que se foutre de l'encensement, c'est encore plus dur que de se foutre des critiques. Ouais. Exactement. En fait, quand t'es arrivé à un stade où il y a tout le monde qui te dit « t'es la plus belle, t'es la meilleure, c'est génial, c'est super », fais gaffe à qui te le dit. Et à quel moment de ta carrière on te le dit. C'est facile de dire ça quand t'es au sommet, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, d'avoir ma tribu, ma petite team, mes parents, mes amis, ma famille, eux, quand ils me disaient que c'était bien, je savais que c'était bien. Quand ils me disaient que c'était pas bien, c'était pas bien. Et c'était les seuls qui me disaient quand c'était pas bien. Et moi, c'est ce que je préférais, en fait. Parce que me dire, ok, t'es la plus belle, t'es la meilleure, c'est génial. Ok, mais ça te permet pas d'avancer, ça te permet pas de te remettre en question, ça te permet pas de réfléchir sur la suite. Et puis même, tu peux carrément péter un câble, quoi, et te prendre la grosse tête. T'as jamais eu le melon? Écoute, franchement, je crois pas. À un moment donné, j'aurais pu, mais grâce à ma petite tribu qui me remettait les pieds sur terre régulièrement, non, je pense pas.
Alors que t'aurais pu faire l'inverse, c'est justement leur en vouloir de pas reconnaître ce que tous les autres ils te disaient, quoi. Oui, mais eux, je savais qu'ils étaient sincères. Tu vois, et qui, comme ils me connaissaient d'avant, bah, ils savaient de quoi j'étais capable, de ce que je pouvais donner ou pas, là où je pouvais aller, si je pouvais être encore meilleure ou pas. Et donc, c'était vraiment leur parole à eux qui était plus importante pour moi que les autres. Quand t'as annoncé à ta famille que t'allais faire Danser avec les stars, il y a quelqu'un qui t'a dit « Ah, tu vas danser avec quelle star ?» Ouais, c'est mon cousin. Parce que pour eux, c'était toujours le petit chat de la famille, quoi. Bah ouais. En fait, mon cousin, c'est comme mon frère. On a quasiment été élevés ensemble. On était tout le temps ensemble chez mes grands-parents, passer les vacances ensemble et tout. Là, il a 4 ans de plus que moi, mais c'est vraiment comme mon frère. Et lui, il est guide de haute montagne. Donc, il habite dans ces montagnes. Quand je pète un câble, enfin à l'époque, parce que maintenant avec ma fille c'est plus compliqué, mais quand je pète un câble, je descendais le voir à Grenoble. Il allait me faire grimper des montagnes, des trucs. Enfin voilà, je prenais des grands bols d'air frais. Et lui, il m'a connu. Il m'a connu bébé, enfin, tu vois, et donc, quand je lui ai dit je vais faire Danser avec les stars, il m'a fait génial, super, tu vas danser avec quelle star? Voilà, à quel point il est déconnecté aussi de la réalité. Puis c'est pas une émission qu'il regarde non plus, tu vois, donc voilà, ça m'a beaucoup fait rire. Et le regard de tes proches, il a jamais changé? Non, jamais. Jamais. Après, bien sûr, ils sont fiers de moi, de ce que j'ai pu faire, de ce que j'ai accompli. Mais il n'y a pas eu, parfois, tu sais, il y a ce changement de... Il y a une distance, quoi. Oui, c'est ça. Ou alors, il y a des amis qui étaient très proches, puis boum, tu vois, ça passe à un côté un peu, pas fanatique, mais je sais pas. Là, avec mes amis, ma famille, il n'y a rien qu'à changer. T'as eu un rapport au corps tout au long de ta carrière qui était assez spécial, parce qu'au début, il t'a lâché quand tu voulais faire du patin. Et puis, il a été incroyable pendant plein d'années quand que t'avais un rythme de vie de fou. Et puis là, l'endométriose, il y a eu de nouveau un truc il y a quelque chose qui bloque, quoi. Qu'est-ce qu'on ressent quand il y a ce truc des fois c'est super, des fois ça va pas? Écoute, au début, on peut ressentir de la colère, de l'injustice, de dire pourquoi moi, pourquoi tu me fais ça, pourquoi mon genou pète à 2 mois des championnats de France, mais c'est pas le moment, mais qu'est-ce que tu fous, quoi, tu vois? Ces douleurs d'endo, non, pourquoi j'ai mal comme ça, enfin, tu vois, il y a plein d'incompréhensions. Et puis, en même temps, par la suite, une fois que j'ai fait mon hystérectomie, je me suis rendu compte que j'ai pas du tout été cool avec mon corps, en fait. Que je lui en ai demandé beaucoup, que je l'ai jamais écouté. Et c'est peut-être pour ça qu'il finissait par se casser, tu vois. J'ai eu 13 opérations, donc j'ai eu des opérations d'endométriose, mais pas que. J'ai eu 3 opérations du genou, 2 du pied, 1 du poignet, ligaments, ménisques, machin. Tu vois, c'est ton corps qui te dit stop à un moment donné, mais je l'écoutais pas, et donc pour me le faire comprendre, il va jusqu'au bout des choses, quoi, tu vois. Et là, je me suis dit, mais non, mais attends, je m'excuse, en fait. Même j'ai un chapitre dans le livre où carrément je demande pardon à mon petit corps parce que je l'ai maltraité et je l'ai pas écouté, et il m'a supporté dans les 2 sens du terme jusque-là. Et maintenant, il faut que je prenne soin de lui, parce on est une équipe, et plus je prendrai soin de lui, et plus on pourra faire des belles choses et longtemps, tu vois. Mais ça, je m'en rendais pas compte. Comment t'as réussi à avoir une hygiène de vie qui te permettait de tourner pendant 8 ans? Le sport. Quand t'es dans le sport-études et que, tu vois, je vivais que pour ça. Moi, mes copines, après les cours, elles disaient, venez, on va derrière le gymnase. Elles allaient fumer des cigarettes, papoter de mecs. Je dis, non, les filles, là, moi, j'ai entraînement, donc voilà. Et ce week-end, viens, il y a la soirée de machine. Non, en fait, j'ai une compète. Donc,
j'avais déjà une hygiène de vie. Il fallait que je fasse attention à ce que je mange. Il fallait que je fasse du sport régulièrement. Même quand, tu vois, j'étais, je sais pas, c'était les vacances. Si je faisais pas un stage, il fallait que je fasse un footing. J'avais vraiment une hygiène de vie. Et puis, quand j'ai commencé les tournées et les concerts, il y a des artistes qui me regardaient un peu comme un ovni. Quand je leur disais, mais attendez, moi j'ai un nutritionniste, un coach sportif, une coach vocale. Ils me disaient, ah bon, t'as tout ça toi? Je dis, bah ouais, sinon je peux pas tenir en fait. Je peux pas tenir 1h30 de show pendant 120 dates. Mais justement, est-ce que 1h30 de show, c'est pas déjà un entraînement en soi? Ah bah si. C'est déjà une séance de sport. Donc. Ah bah si, c'est énorme. Moi, quand je partais en tournée, je perdais minimum 5 kilos, 5-6 kilos. Parfois, je me regarde dans le miroir, je suis, oh, tiens, ça serait peut-être temps de partir en tournée, là. Un peu trop mangé à Noël. C'est quoi le truc dont t'es la plus fière? Ma fille. J'en ai fait des trucs de dingue. Hein. J'en ai fait des trucs de dingue. Nina, c'est ton meilleur single. Oui. Le prochain, allez. Mais ouais. Écoute, pour l'instant, je suis très fière qu'elle soit là. Qu'avec mon compagnon, on a réussi, on s'est battu pour qu'elle soit là. Je suis fière de ce qu'elle est en train de devenir. En tout cas, je pense l'amener dans la bonne direction. Je croise les doigts. Même si elle a un caractère de cochon. Oh là là, je te jure, parfois elle nous fait des phases. Je me dis, mais t'as pas 16 ans encore là? Tu me parles pas sur ce ton-là, s'il te plaît. Mais ouais, non, c'est une gentille petite fille. Alors, je sais que cette réponse va peut-être surprendre plein de personnes. Peut-être des mamans qui sont mamans et qui auraient peut-être, elles rêvaient, peut-être qu'elles auraient répondu, bah, je sais pas, avoir fait Bercy, avoir, je sais pas, vendu des millions, ou avoir chanté dans des stades, des hippodromes, je sais pas. Mais ouais, moi, c'est ma fille, en fait. C'est la vraie vie, quoi. Ouais. Comme toutes les mamans, je pense. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Moi, le jour de l'interview, j'ai pas mal de mes amis qui m'ont demandé « Mais t'as pas été déçue et tout parce que tu devais avoir des attentes énormes ?» Et franchement, même moi, je m'attendais à être déçue parce que c'est jamais une bonne idée de rencontrer des gens qu'on a autant aimé, admiré, surtout en étant plus jeune. Et écoutez, je vois pas comment ça aurait pu mieux se passer. Je suis sortie de là comme on sortirait d'un date qui s'est bien passé. Donc je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente. Je rappelle que l'EP Hyper Laurie Volume 1 est dispo sur toutes les plateformes et que le 2 sortira bientôt. Le livre Revivre est dispo en librairie. Je mets un lien en description pour le commander. N'hésitez pas à suivre Laurie sur les réseaux, voire à suivre ce podcast @JeanKiDoute sur Instagram et voire à me suivre moi, soyons fous, @FannyRay sur tous les réseaux. Il y a des chroniques, il y a des vidéos, il y a des blagues qui sortent un peu tout le temps. Puis il y a des podcasts, évidemment. Rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. Des bisous. Comme d'habitude, cet épisode a été mixé par le merveilleux, l'incroyable, l'assidu Maxime Wathieu.